bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Bazar, nouvel épisode, cette fois-ci consacré au très récent Frankenstein de Guillermo del Toro, qui vient de sortir aujourd'hui sur Netflix et qui a déjà été visible dans certaines salles de cinéma à l'occasion de festivals. Je suis avec Étienne pour en parler, comme d'habitude. Salut Étienne. Salut Hugo. Et je vais te laisser ouvrir la discussion avec quelques éléments, je crois, que tu as préparés ou non, je ne sais pas. Oui, je pense que déjà c'est bien de présenter à nos auditeurs le fait qu'on soit tous les deux assez attachés au conte de Frankenstein. Je sais que toi, probablement plus que moi. Du moins, c'était en tout cas un film qui nous tenait pas mal à cœur, en sachant que c'est Guillermo del Toro est aussi un réalisateur qu'on tient plutôt en haute estime. Euh, pour moi, déjà, le visionnage de ce film se plaçait sous le signe du ratage, parce que c'était une séance qu'on a essayé de voir lorsqu'on s'est rendu là il y a quelques semaines au Festival Lumière à Lyon. Et il s'avère que l'avant-première a été sold out en moins de 30 secondes, donc nous avons raté l'occasion de le voir en Les salle. deux Et c'est pour avant-premières. ça que les deux avant-premières, oui, effectivement, celle à Confluence et l'autre qui était à l'Institut, si je me trompe pas. Euh, et du coup, c'est pour ça qu'on a dû attendre bien sagement la sortie sur Netflix pour pouvoir le regarder et vous livrer cet épisode. J'imagine, ouais. Mais du coup, Hugo, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? Est-ce que ça valait l'attente Bon, alors déjà, il faut préciser que l'attente était relativement courte, parce que le festival ne remonte pas à si longtemps, que j'ai conservé depuis le festival une certaine envie, une curiosité réelle devant ce projet, puisqu'on entend beaucoup partout que Guillermo del Toro est le réalisateur parfait pour réaliser Frankenstein, et que c'est un projet qui lui tient à cœur, qu'il mûrit depuis des années, sinon des décennies. Avant de dire exactement ce que j'en ai pensé, il faut quand même que je dise que le projet de Del Toro annoncé, en tout cas en 2007 en interview, c'était de faire un Frankenstein qui soit miltonien, qui soit, disons, cohérent avec le projet de Mary Shelley, du roman Frankenstein ou le Prométhée moderne. Donc un film romantique et tragique. Et lui ne retrouvait pas cette atmosphère, cette fidélité au roman d'origine dans les adaptations qui existaient. Euh, Ça, c'est son projet. Il arrive sur Frankenstein avec ça. Euh, j'ai un rapport assez particulier à Frankenstein en film, puisque je suis un grand admirateur du Frankenstein de Kenneth Branagh dans les années 90. euh, sorti dans les années 90, et que j'ai du mal à comprendre la critique de Guillermo del Toro. J'avais du mal avant de voir le film, parce que je trouve le Frankenstein de Branagh relativement fidèle, surtout à cet esprit miltonien et romantique. Donc j'ai regardé le film le jour de sa sortie, et ce que j'en pense, c'est que pour ceux qui veulent une adaptation très fidèle de Frankenstein, il vaut mieux regarder le film de Kenneth Branagh. Pour ceux qui veulent une Parce que adaptation... tu as lu tu as lu la nouvelle, enfin la nouvelle, le roman de Mary Shelley. Le roman, oui, oui, après, je suis pas un spécialiste de ce roman, et les deux œuvres entretiennent un rapport assez nourri avec des éléments du roman. Aucune ne s'écarte complètement du roman sur tous les points, mais disons que Branagh et ses équipes, et Del Toro et les siennes, ont chacun une façon de s'approcher du matériau original, qui est différente, mais moi je pense que le plus respectueux dans l'esprit, c'est Branagh. Je pense que si on veut voir un très très bon Frankenstein, il faut voir celui de Branagh. Et je pense que si on veut voir un grand film romantique, il faut voir celui de Branagh. Parce qu'à mon Oui, avis... donc Oui, dis-moi. celui de Del Toro pallie à la comparaison, en quelque sorte. Bah, c'est ça, c'est que c'est assez terrible dans le sens où on est obligé de comparer une adaptation, surtout d'un mythe aussi connu, à ce qui s'est fait auparavant, surtout quand le réalisateur du dit film s'est dit déçu par ce qui avait été fait. Il critique notamment, ou en tout cas il regrette que le scénario de Frank Darabont n'ait pas été complètement utilisé par Kenneth Branagh. Et il livre ce film sur Netflix, 2 heures et demie, avec du budget. Pour moi, c'est un ratage complet de Ah, A à Z. Euh,
Je te laisse me donner ton avis en gros et après nous entrerons un peu plus dans le débat. Et bah, ça tombe bien parce que j'ai pas été extrêmement emballé. Alors de là à dire que c'est un ratage complet, bon, il y a en fait, c'est marrant à dire, mais pour moi, le film était, avant même sa sortie, une impasse, en quelque sorte. Parce qu'il allait mettre en évidence le style del Toro et il allait en quelque sorte, engoncer le réalisateur dans ses, tics ou ses habitudes. En fait, c'est un film qui est à proprement, parler, complètement deltorien parce que c'est un film qui se centre sur les problématiques ou du moins la symbolique, du cinéma de Del Toro, donc le gothique, le romantique flamboyant, une espèce de comment dire, de glorification du monstre, et de justement de sa position en tant que bête de foire, et tout le tragique que ça amène. Et pour moi, ça ressemble un peu au problème, dont souffrait, Robert Eggers avec son Nosferatu, c'est-à-dire que c'est vraiment des films qui sont, en apparence faits pour eux, mais qui, ne les poussent finalement pas à se dépasser. Et au final, ce que ça donne, c'est un film qui, je pense, sincère dans sa vocation, dans son geste, qui, pour moi, n'est pas un ratage complet, parce qu'il y a quand même quelques éléments, qui touchent au sublime par moment, mais qui finalement, n'apportent rien au mythe. Et si on lorgne du côté de Dracula et de Nosferatu, ce qui a fait la valeur des, réinterprétations, c'est justement la manière dont les cinéastes s'appropriaient le mythe, ce qu'ils avaient à dire dessus, d'un point de vue formel, au niveau de la mise en scène, du design des personnages, la couleur, etc., etc. Et la tentative finalement du Frankenstein de Del Toro est un petit peu vaine, je trouve. Je, je souscris à ce que tu dis. Il y a une forme de mécanique de son style qui est très présente dans le film. Beaucoup nous diront que ce n'est pas un problème en soi, d'autant plus si on apprécie le style de Del Toro. Il faut dire que, en tout cas, il faut répéter, puisque tu l'as dit au début, que nous apprécions tous les deux Guillermo del Toro, que avant que je critique durement son film, je dois reconnaître que l'homme m'est sympathique, que le cinéaste m'est sympathique, que je trouve son éthique en tant qu'artiste très très belle, très intéressante. Euh, J'aime beaucoup, comme d'autres, le fait qu'il travaille avec des maquettes, des costumes, du maquillage sur le plateau, des effets pratiques, plutôt qu'une surabondance d'effets numériques. Disons qu'il met au premier plan la matière. Là, il le fait encore une fois en proposant, et ça c'était, disons, le faux pas à ne pas faire, je ne sais pas s'il le fait vraiment, en proposant donc une nouvelle forme visuelle pour la créature de Frankenstein, qui est... À mon sens, c'est un raté. Et ça, par contre, c'est le gros raté du film, je pense. bon, finalement, il reprend quelque chose alors je sais pas s'il le reprend à Branagh, mais il partage quelque chose avec Branagh, c'est d'avoir fait jouer sa créature par un acteur qui conserve une partie de ses traits. Qui est pas complètement difforme finalement, qui a un visage humain, qui a des traits relativement fins. Le De Niro chez Branagh avait des traits moins fins. Ici, il y a quelque chose d'un peu androgyne, même chez Jacob Elordi, dans sa nudité, dans ses gestes qui rappellent le monstre de la forme de l'eau. Oui, on dirait. Moi, ça m'a presque fait penser, à l'espèce de créature humanoïde à la fin de Alien Romulus. Euh, Oui, c'est pas c'est- Prométhée. je sais- Non, alors Prometheus aussi, sauf qu'il est relativement plus musclé, mais à la fin de Romulus, de mémoire, c'est un espèce d'avatar comme ça aussi, très longiligne, assez blafard, et c'est vrai que, en fait, ça fait passer la créature de Frankenstein presque dans un registre, le registre de la science-fiction pure, je trouve. Alors parce que en soi, le Frankenstein à la base de Mary Shelley, c'est un livre, qu'on pourrait qualifier de science-fiction, en tout cas à mi-chemin entre le roman gothique et la science-fiction, où ça préfigure la science-fiction de Jules Verne, en quelque sorte. Donc c'est pas totalement, idiot comme point de vue, mais là je trouve que ça donne presque une dimension anachronique en fait. On a l'impression que la créature descend de l'espace plutôt qu'elle ne sort, des tréfonds de l'humanité, quoi. Bah disons que pour un Et film c'est aussi un qui... problème que j'ai avec.
Vas-y. Pour un film qui joue beaucoup sur le gore et sur la chair et sur le sang et sur la présence, de la matière, la créature et c'est peut-être une idée qui peut être intéressante, mais la créature ressemble à tout sauf à des éléments de chair assemblés. Elle est très Bah, lisse, très pure, très elle ressemble presque à une forme, comment dire? Spirituelle de ce que pourrait être la chair. C'est assez ambigu comme vision du corps. bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas si c'est vu que le film est très récent, on n'a pas encore trop de détails sur toutes les technologies utilisées pour la réalisation, mais c'est vrai que moi j'ai eu du mal à sentir le poids de la chair dans le film. Il y a des fois je pense que c'est des visions en haute définition qui étaient très prenantes, mais qui se rapprochaient presque plus de la cinématique de jeux vidéo. Alors c'est pas dans ma bouche, c'est pas forcément un défaut quand je dis ça, mais quand le film, disons que le point capital du film, ou en tout cas dans le mythe de Frankenstein, on sait que la chair c'est assez important quand même, et qu'on a du mal à sentir le poids de la chair, euh, les vaisseaux sanguins, le sang, euh, les nerfs, les coutures, ça tombe un peu à l'eau en fait, D'autant plus qu'il essaie parfois. d'en mettre partout, c'est-à-dire que dès que des personnages, en viennent aux mains, il y a des mâchoires arrachées, on a des loups qui sont presque dépecés, c'est constamment alors Del Toro est un cinéaste qui aime le gore, on ne le découvre pas, il ne le fait pas dans tous ses films, mais là il le fait, on ne le découvre pas, mais c'est la matière de sa créature ressemble à celle d'autres personnages de sa filmographie, donc c'est pas incohérent avec son style, mais c'est incohérent avec à mon sens, avec ce que représente le personnage, du point de vue charnel. Et comme il s'amuse à mettre du gore un peu partout, d'une façon qui est, à mon sens, un peu puérile, avec une manière de filmer l'action que je trouve grotesque, que je trouve pas très bien scénographiée en plus, et un peu omniprésente, un peu balourde. Disons que je ne Ouais, vois. là t'es un peu dur. Moi j'ai trouvé qu'il y avait certaines scènes d'action. La scène du début, en tout cas, l'introduction de Frankenstein sur la banquise est pas mal du tout, je trouve, en termes de dynamique, Bah, et assez prenante. c'est typiquement ce qui m'a ennuyé, moi. Dès que j'ai vu ça, je me souviens, donc on va me reprocher peut-être de faire sans cesse allusion au film de Branagh, mais je me souviens du Branagh qui est un vrai film sur le sublime, sur l'émotion de l'infini, du décor blanc, glacial. Et ici, tout est théâtre à de l'action relativement banale dans ce qu'elle raconte. En fait, elle ne raconte rien. Le monstre est en colère, des hommes se mettent sur son passage, il les tue. Superbe. Il le fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ça en devient un peu pénible même, à tel point qu'on se demande si finalement on n'a pas un problème de narration, puisqu'on en recourt toujours à des espèces de Ah, gros problème. Si, si. énormes problèmes de rythme. Le... le rythme, j'ai trouvé ça relativement passable, mais il y a des choses, du point de vue de la narration, qui sont vraiment, vraiment, mais qui sont pas à faire, quoi. C'est la manière dont Elisabeth tombe amoureuse de la créature euh, n'a aucun sens, en fait. Bah, À aucun moment, la mise en scène ne nous le fait pas comprendre. Il n'y a aucune raison diégétique qui pousse à ce qu'elle tombe amoureuse de la créature. Je veux dire, c'est d'un point de vue rationnel, même si on est dans le monde du conte, et que c'est assez fréquent que dans les contes, les, euh, les gens tombent amoureux des monstres. Ici, c'est vraiment balancé comme un cheveu sur la soupe, et on est même du coup dans un registre encore moins maîtrisé, enfin pourtant qui était bien maîtrisé dans la forme de l'eau, qui raconte à peu de choses près la même chose de ce point de vue-là, et là c'est vraiment balancé comme ça, et il y a quelque chose dans ouais, la ça tombe un gestuelle quand peu. même de Mia Goth qui arrive à créer une forme de sensualité, mais encore une fois, ça fonctionne pas du point de vue de la structure du film, puisque le personnage d'Elisabeth ne cesse, on dirait qu'à chaque scène où elle apparaît, elle a un caractère différent, sans raison. Elle est provocatrice, puis elle est joviale, et puis elle est sensuelle, et puis elle est macabre. Bon, pour moi, c'est un problème d'écriture plus que de jeu. Je trouve pas que l'actrice joue particulièrement mal. Au contraire, J'ai même trouvé que le jeu de manière globale était, c'est peut-être un des points forts du film, était de manière générale d'assez bon niveau. Bon, j'ai pas été, à aucun moment j'ai trouvé
qu'il y a eu de performances qui sortent du lot. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, à ce niveau-là. Ah, j'aime pas du tout le jeu d'Oscar Isaac, probablement parce qu'on lui sert pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on a fait de Frankenstein. Je disais en préambule que Del Toro avait voulu faire un Frankenstein très fidèle au roman. Libération ne semble ne pas avoir regardé le film ou ne pas avoir lu le livre, puisqu'ils ont trouvé que le film était fidèle. Je rappelle quand même qu'il invente des personnages importants, qu'il change le rapport au père, qu'il change le rapport à Elisabeth, qu'il change le rapport aux frères, qu'il enlève une histoire de procès et de meurtre. Donc bon, si c'est ça être fidèle, on peut dire que c'est fidèle dans l'esprit, mais dans l'esprit, encore une fois, je ne trouve aucune tragédie, aucun sublime, aucune émotion romantique dans le jeu d'Oscar Isaac. Je trouve le personnage tout à fait détestable en plus. Pourquoi pas, ça peut être un Oui, projet. c'est un connard. C'est plutôt un peu le prototype du savant fou. C'est vrai que là, pour le coup, la flamboyance d'un Branagh, et on regrette la flamboyance du jeu de Branagh et Oui, cette mais espèce de tragédie lyrique. C'est un peu le Prométhée exalté, quoi, en quelque sorte, possédé par la passion de vaincre la mort. Alors qu'ici, c'est. bah, c'est ça, pourquoi la c'est- regrette-t-on cette flamboyance? C'est parce que le Victor Frankenstein de Guillermo del Toro est un Victor Frankenstein qui n'a aucun développement, qui n'a aucune passion. On essaie de nous faire comprendre vaguement dans une scène qui tombe comme un cheveu sur la soupe, qu'il a une passion pour disons, pas pour la mort, mais pour l'idée de l'immortalité. de la vaincre, l'idée de triompher de cette sorte d'injustice métaphysique que serait la mort, mais on ne le voit pas apprendre, on ne le voit pas sur les bancs de l'université, on ne le voit pas dans son rapport avec ses maîtres. Euh, les séquences qu'on pourrait moquer, qui sont les séquences communes dans les films sur des savants fous, on voit le savant en train de s'abreuver de science, de travailler, d'essayer, sont complètement absentes. Il n'y a aucun travail sur la chair, tout est résolu extrêmement rapidement. Et donc, en fait, tout ça pour arriver très vite au moment où le monstre est présent, puisque le monstre est la seule chose qui semble intéresser Guillermo del Toro, la seule chose à laquelle il semble accorder un peu d'attention. Tout le reste, il l'a transformé pour en faire un film qui soit commode pour faire vivre sa créature. Et en fait, sa créature n'est pas la créature de Frankenstein. Sa créature est une créature plutôt bien incarnée par son acteur, plutôt intéressante dans son caractère androgyne, mais ce n'est pas la créature de son créateur, Victor Frankenstein. Il n'y a aucune ambiguïté entre lui et le père, euh, puisque je trouve qu'avoir fait de Victor Frankenstein un tortionnaire nuit à l'ambiguïté, et donc à la fin, ce qui devrait être une sorte de confrontation sublime dans l'infini de la glace et dans le désespoir de la solitude, n'est plus qu'une espèce de parodie de film d'action qu'on essaie de résoudre avec un peu de sentimentalisme. Et quand bien même le film n'aurait pas été fidèle au roman, au matériau de base, euh, au final, qu'est-ce que nous dit le Frankenstein de Del Toro sur le mythe? Et bah pas grand-chose, je trouve, au final. Bah, oui, oui, je ne peux qu'approuver ça aussi. Il a une posture, alors on sent qu'il essaie de restituer quand même l'idée du récit enchâssé, que Branagh avait quelque peu perdu et qui était très intéressant dans le roman parce que c'était l'histoire d'un homme euh, qui avait un goût pour la conquête et qui remettait en question ce goût pour la conquête au fur et à mesure que euh, le, son interlocuteur, qui était Victor Frankenstein, lui racontait l'échec de sa propre quête prométhéenne. Et donc là, il y avait un intérêt. Là, en l'occurrence, bon, disons que le personnage du chef d'équipage est un peu amoindri, mais c'est vrai qu'il y a une forme de fidélité dans l'idée de retrouver ce récit enchâssé. Après, je trouve que le rapport au paysage s'est perdu, il est quand même présent dans le roman, il est... Oui, moi j'ai trouvé qu'il y avait des moments assez sublimes. euh, alors pas tant dans la mise en scène, mais plutôt au niveau des effets, de la composition, des moments qui rappellent les plus belles heures du romantisme allemand, avec notamment l'utilisation de la lumière, les bâtisses effondrées dans la neige. Bon, après, un autre gros problème que j'ai eu justement avec le film, c'était
alors là, j'en fais l'éloge, mais en soi, l'utilisation de la lumière était parfois assez hasardeuse. On avait des espèces de trous de lumière, de percées de lumière dans les intérieurs qui, je saurais pas trop comment les décrire, quoi. C'est comme s'ils avaient mis la puissance de la lumière à 100% et ça donnait un côté assez étrange, qui rappelle presque des films des années 80, quoi, de Legend, de Ridley Scott, un côté un peu kitsch sur certains points. J'ai pas ressenti ça parce qu'au contraire, moi, j'ai trouvé l'image désespérément lisse. Je Elle avait un caractère pour quelqu'un qui se revendique de la matière, elle avait un caractère extrêmement numérique. L'utilisation des focales courtes en extérieur, de jour, me paraît abusive et je trouve qu'on manque de profondeur, d'épaisseur, d'ambiguïté dans la lumière. Il y a pas beaucoup de Bah, drama justement, c'était peut-être un cache-mi je pense que c'était peut-être un cache-misère, alors à ce niveau-là, pour cacher les textures en extérieur ou les arrière-plans, c'était souvent utilisé dans les intérieurs, en fait. Souvent dans les scènes d'intérieur, la lumière qui pénétrait par les fenêtres aveuglait, en fait, l'espace et en cachait une partie. Mais pour moi, justement, ça vient un peu d'une standardisation probablement, liée à Netflix. Alors je sais pas, il semble avoir dit avoir eu, heu, toutes les manettes en main pour pouvoir faire son film. Mais ça me fait, ça renvoie à un terme qui est utilisé par Christine Thompson, qui est le prestige horror ou l'elevated horror, qui en fait elle observe une tendance dans l'afflux justement de films d'horreur à Hollywood ou dans le cinéma américain, avec par exemple Eggers, Peele, Ari Aster, qui en fait créent leur film d'auteur dans un genre qui a longtemps été méprisé et, et qui souvent a une image très arty, très lisse. Et à mon sens, Del Toro était un petit peu le pendant inverse de cette mode-là, parce qu'il avait tendance à déconstruire le genre, à le réenchanter, plus qu'à le disséquer. Euh, et là, je trouve que, en tout cas dans ce Frankenstein, il n'arrive pas à renouveler justement cette folie créatrice, et, euh, et il cristallise son identité, et il tend même à la lisser, ça donne du film d'auteur en fait, enfin du film d'auteur, non, pas, ça dépend ce qu'on entend par film d'auteur, mais en tout cas quelque chose qui se rapprocherait justement de cette artificialisation du genre. Il y a pas de raison pour que le cinéma d'horreur ou le cinéma fantastique, le cinéma gore ne puisse pas s'accommoder de la haute définition, mais de fait, je trouve que pour l'instant, les réalisateurs qui s'y sont essayés, y parviennent rarement. C'est souvent, donc ce n'est pas brouillon justement, mais on perd un effet de présence, un effet d'angoisse. Aucune angoisse dans ce film, aucun drame tragique. La contemplation finalement de tous les mécanismes en marche, le les maquillages sont propres et bien faits, on retrouve le mythe de la créature. La fin ressemble, presque trait pour trait à celle du roman, mais aucun vertige artistique finalement. Et ça m'a beaucoup gêné de me dire qu'un cinéaste dont on disait qu'il était vraiment celui qui devait faire Frankenstein, qui était né pour faire Frankenstein et qui disait lui-même qu'il était prêt à tuer pour faire Frankenstein, arrive devant son objet avec, j'ai l'impression, aucune idée devant cet objet-là. Finalement, une fascination, peut-être pas froide, mais une fascination un peu respectueuse et par exemple, on a beaucoup dit que Branagh s'était mis en valeur dans son rôle de Victor Frankenstein, mais c'était un parti pris de la chair, un parti pris du corps en action, du geste. Le film de Branagh était sur le geste. L'électricité, qui est quand même centrale comme motif dans les adaptations de Frankenstein, venait prolonger le geste ou le permettre. C'était un film sur l'énergie, sur le mouvement. Ici, le mouvement, je trouve le film d'une rigidité incroyable. Il y a une vague séquence ou une suite de séquences qui reprennent les rythmes et les mouvements de la valse. C'est pas inintéressant, même si ça avait déjà été fait par Kenneth Branagh, mais c'est pas inintéressant. Simplement, c'est fait dans des structures, donc dans des scènes qui sont elles-mêmes extrêmement rigides.
Et, aussi, et j'ajoute ça, et après je te laisserai en dire un peu plus, aussi je trouve que le film est extrêmement explicite, terriblement explicite, les voix off, comme souvent, mais c'est dommage, viennent commenter ce qu'on est en train de voir, et en fait redoubler ce qu'on est en train de voir. Les personnages disent toujours le fond de leur pensée. Enfin, finalement, euh, quand, pour un film qui traite de l'ambiguïté dans le rapport à la conscience et à l'état d'humanité d'un être, c'est un peu dommage d'être aussi peu ambigu. Non, mais comprenez du coup que si vous avez un Frankenstein à regarder, Hugo vous invite plutôt à vous pencher vers le Frankenstein de Kenneth Branagh, produit par Francis Ford Coppola, qui est, à mon sens, et pourtant je ne suis pas le plus grand fan de Branagh, euh, une adaptation qui est profondément plus réussite que celle-ci, de par, oui, comme, voilà, je vais pas répéter ce que disait Hugo, mais déjà on a un Robert De Niro exceptionnel, un très grand rôle de Robert De Niro sous-estimé, avec, et c'est fou de voir avec ce qu'il arrive à faire avec seulement son regard. Euh, je pense que ça peut être aussi une bonne manière d'introduire probablement un de nos futurs épisodes qui concernera justement la figure de Dracula mise en relation avec celle de On va Frankenstein et enfin leurs parler adaptations de, respectives au on va cinéma. enfin parler de Branagh officiellement sur Bazar, parce qu'on le fait toujours officieusement. Donc enfin, là vous avez vu, j'ai pris d'assaut cet épisode pour pouvoir en parler. Mais parce que tu as raison, parce que en fait les films se répondent. J'en parle pas parce que c'est ma marotte, j'en parle parce que c'est un peu ma marotte, mais c'est difficile d'oublier le regard angoissé, l'œil gauche constamment terrifié du personnage de la créature jouée par De Niro, quand on voit cette espèce de perfection formelle qu'est la créature de Jacob Elordi. Peut-être que ça a du sens. Le problème, c'est que ça ne trouve pas sa place dans le film, parce que le film n'a pas de propos. Et même pour moi, c'est difficile d'en parler, c'est difficile de dire sur tel point il est mauvais, sur tel point il est raté. Bah, le film a un propos, mais c'est un propos que Del Toro explicite depuis 15 ans, quoi. C'est que les monstres ne sont pas forcément méchants. Et bon, ça on le sait, quoi. C'est un peu le centre de son œuvre. Il l'a beaucoup répété, il l'a beaucoup fait savoir. À mon avis, ça a trouvé son point d'orgue dans la forme de l'eau, qui était, à mon sens, un film quand même plus réussi que celui-ci. Euh, Ou dans Hellboy 2 donc, par exemple, qui sur le traitement du personnage marginal propose justement une vision de l'amour, une vision de l'intégration et de la famille, parce que Frankenstein pourrait être un film sur la famille, en l'occurrence Del Toro a choisi d'enlever toute l'ambiguïté familiale du roman. Merde. Encore une idée que je trouve catastrophique. Donc il n'y a pas de propos sur la marginalité comme état permanent dont on voudrait sortir ou dans lequel on voudrait retourner, ce qu'il avait fait dans Hellboy. Il y a simplement l'idée d'une marginalité qui se conçoit comme une marginalité et qui à la fin reste une marginalité un peu triste. Bon, j'ai l'air agacé, mais parce que j'ai pas grand-chose à dire sur le propos de fond du film. Et formellement, en plus, je le trouve raté. ouais. Là, il y avait quelque chose, il y avait par moments des jolies teintes, des décors qui étaient soignés. Euh, bon, la scène le moment où Frankenstein, la vie est insufflée au corps de la créature, euh, était plutôt pas mal, j'ai trouvé, dans sa mise en scène, là, avec cette espèce de grand pieu qui descend du ciel. Seulement, c'est pas suffisamment impressionnant pour faire basculer tout le film, quoi. Euh, à mon sens, c'est pas un raté total, mais il pallie énormément face à la comparaison avec le Frankenstein de Branagh. Il pallie par rapport à ce que Del Toro nous avait annoncé. Et finalement, c'est un film qui est assez vain, quoi. S'il n'était pas sorti, ça n'aurait rien changé à l'histoire du cinéma. Je veux dire, depuis Whale, on a eu beaucoup d'adaptations de Frankenstein. C'est ça n'aurait rien changé, Euh, surtout à l'histoire de Frankenstein. Et c'est ça qui est assez terrible, ça n'aurait rien changé à l'histoire de Frankenstein au cinéma. Ce film n'est même pas une date en tant qu'adaptation de Frankenstein au cinéma. ouais, tandis que, voilà, un exemple de film
qui fait basculer une mythologie, qui la réinterprète, qui pourrait avoir un commentaire métaleptique sur cette dernière, ce serait le Dracula de Coppola, qui arrive à accomplir toutes ces choses-là. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. C'est une proposition qui est quand même beaucoup plus totale que celle de Del Toro, qui, en fait, c'est un peu tiède, quoi, comme film. C'est un film qui est un peu tièdouille, qui prend pas de position. C'est comme si il avait eu peur de se rater et il était resté dans sa zone de confort, en fait. Oui, oui, c'est ce que beaucoup invoqueront, c'est une forme de respect envers l'œuvre qui le rend, timide, comme tu dis. C'est possible, c'est difficile d'en être sûr. En tout cas, au regard de ce qu'il a fait par le passé, que je trouvais déjà un peu rigide, même si, comme je l'ai dit, il y a des films que j'apprécie énormément dans son œuvre. Bah, au regard de ce qu'il a déjà fait, oui, ça on a l'impression d'un film mou, qui n'est absolument pas subversif en plus dans son usage du gore. Mais bon, je l'ai déjà dit et je me répète et ça m'embête parce que j'aime bien Guillermo del Toro, parce que, je trouve que ce n'était pas malvenu de faire une nouvelle adaptation de Frankenstein. Après tout, ça fait plus de 30 ans qu'il n'y en a pas une. Après tout, c'est un mythe qui demande à être réinventé. Après tout, il y avait des éléments du roman qui avaient été laissés dans l'ombre, donc pourquoi pas? Maintenant le bilan, est celui que je viens de dresser, à mon avis, et je vais personnellement m'arrêter là, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, 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 je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Peut-être pour vous donner un peu de visibilité sur la suite, hem, comme dit au début du podcast, on s'est rendu au Festival Lumière. On a pu, assister à quelques projections, sympathiques. On rappelle que le prix Lumière cette année a été décerné à Michael Mann et on va faire, assez rapidement un épisode débrief sur justement les films de Michael Mann, la filmographie de Michael Mann, les films qu'on a pu voir, justement au Festival Lumière, donner notre avis sur le réalisateur, peut-être débattre aussi sur notre position, face à son œuvre qui diverge un petit peu, mine de rien, et je pense que ce sera très intéressant. Voilà, et peut-être parler donc de Kenneth Branagh, parce que son nom n'a presque pas été prononcé aujourd'hui, malheureusement. Non, je rigole, donc j'espère que vous comprendrez que mon malaise vis-à-vis du film dépasse la seule comparaison avec Branagh, mais que la comparaison avec le film de Branagh vient, encore plus entériner mon sentiment, et je vous conseille quand même de regarder le film, surtout si vous aimez Guillermo del Toro, et au moins pour tout le travail des techniciens qui ont réalisé les effets pratiques et qu'il faut soutenir, et parce que le cinéma est aussi peut-être une industrie, et que de ce point de vue-là, on ne peut que louer l'éthique de travail de Guillermo del Toro. Voilà. Splendide. Allez, je clôt l'épisode comme ça. Salut! Salut.